Il n'y a pas de micro. Est-ce que vous m'entendez? Si, sur le pupitre. Il est sur le pupitre. Ouais. Ah oui, mais il n'est pas mobile. Non. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui, apparemment. Bien, alors tout d'abord, un grand merci aux organisatrices pour cette occasion de traiter ces questions qui sont d'une actualité brûlante. Alors, par rapport à nos prédécesseurs, à la génération précédente, nous bénéficions de conditions de travail avec plus de sécurité et plus de préoccupations par rapport aux questions de QVT, de qualité de vie au travail, plus de confort aussi. Donc normalement, tout devrait aller bien. Pourtant, le stress au travail n'a jamais été aussi élevé. Alors comment expliquer ce paradoxe? Comment expliquer ce cortège de mal-être et d'affections psychologiques et physiques? Eh bien, il y a plusieurs causes. L'une des causes est l'augmentation permanente des standards de performance professionnelle. Et ça, c'est très bien. Chaque année, on essaye de s'améliorer, mais ça crée une pression psychologique importante. Une autre cause pourrait être aussi le fait de devoir faire plus de choses en moins de temps. Et puis, moi, à mon avis, la cause principale, c'est la transformation numérique qui provoque une augmentation exponentielle des questions à traiter par jour, des questions à traiter en urgence, et une accélération démentielle des rythmes. Aucun cerveau ne peut résister à cette surcharge de travail, plus de travail qu'on ne peut en traiter, même les plus brillants, même les plus endurants et même les plus volontaires. Donc dans ce contexte, connaître un minimum de fonctionnement cérébral, à mon avis, n'est pas un luxe. C'est tout simplement vital pour ne pas s'épuiser et pour utiliser les meilleures stratégies. Alors si vous êtes un marathonien ou si vous êtes un athlète de l'Ultra Trail du Mont Blanc, là, pas très loin de chez moi, vous devez faire 170 km de course ininterrompue et gravir 10 000 mètres. Eh bien, vous n'allez pas commencer par un sprint. Ça n'aurait pas de sens. Pourtant, c'est ce que vous demandez à vos cerveaux tous les jours. On vous demande d'être au maximum de vos possibilités pendant des heures, voire même pendant des jours. Ça n'est tout simplement pas possible. Et puis, il y a une différence énorme entre l'effort mental et l'effort physique. Il y a beaucoup de similitudes entre l'effort mental et l'effort physique, mais il y a une différence fondamentale aussi. C'est que lors de l'effort physique, les signes de fatigue sont criants. Vous avez le souffle coupé, vous devez vous arrêter. Dans l'effort mental, ils sont beaucoup plus discrets, plus sournois, et on peut arriver à des situations dangereuses. Alors de quoi allons-nous parler? Alors on va parler de fatigue mentale et de stress chronique. On va parler des deux parce que les deux sont intimement liés. La fatigue mentale crée du stress et le stress nourrit la fatigue mentale. Donc comprendre les limites neurophysiologiques, apprendre à repérer les signaux faibles, précoces, apprendre comment utiliser notre cerveau au mieux pour qu'il soit tout simplement à son optimum, apprendre à réguler ses émotions pour diminuer la quantité de stress, mettre à distance les stresseurs, alors différents stresseurs. On peut avoir les ruminations, on peut avoir les croyances limitantes, on peut avoir des pensées intrusives, par exemple. Et puis, dernier point, le sens, le moteur du sens. Pour avancer sur une route chaotique, il faut avoir un bon véhicule, mais il faut aussi avoir un moteur. Et le moteur, ça va être le sens qui va nous permettre d'affronter les difficultés. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que la surcharge mentale provoque de l'épuisement? Chaque fois que vous êtes concentré sur une tâche complexe, vous allez faire intervenir ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont un ensemble de fonctions qui vont associer des tas de réseaux cérébraux. Et donc, elles demandent beaucoup d'énergie et beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie. Elles sont énergivores. Deuxièmement, vous allez prendre des décisions. Et les décisions, ça se passe dans le cortex préfrontal. Et là, c'est pareil. Il va falloir associer des tas d'informations, des informations en provenance de votre mémoire,
des informations en provenance du monde extérieur, des informations en provenance de vos circuits émotionnels qui vont évaluer dans un sens favorable ou défavorable tout ce qui vous arrive, et donc faire une synthèse de tout ça et prendre une décision. Et donc ça prend également beaucoup d'énergie. Et puis, troisièmement, chaque fois qu'on bascule d'une tâche à l'autre, on va avoir le réseau de science qui va nous permettre de nous concentrer sur une tâche plutôt qu'une autre. Donc tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc voilà pourquoi la surcharge mentale entraîne de la fatigue et de l'épuisement. Alors quels vont être ces signes de fatigue et d'épuisement ? Eh bien, une baisse de concentration, c'est-à-dire une baisse de capacité à focaliser son attention sur un élément bien déterminé, une diminution des vitesses de réaction. Ça veut tout simplement dire que notre cerveau fonctionne moins vite. Et puis, une altération des prises de décision, on va moins résister aux impulsions. Moins résister aux impulsions, ça veut dire être sensible aux récompenses immédiates, prendre des risques, écouter des sollicitations inadaptées, ou alors au contraire être démotivé. Donc voilà ce qui peut arriver au bout d'un certain nombre d'heures de travail lorsque la charge mentale est forte. Le stress n'est pas forcément mauvais. Le stress, on sait qu'un minimum de stress est nécessaire pour avoir nos sens aux aguets, pour pouvoir mobiliser notre mémoire et notre attention. Et donc, sans stress du tout, on va être dans le désintérêt, l'ennui, la dépression. Donc, il faut un minimum de stress pour être à l'optimum de nos performances cognitives. Par contre, si on dépasse ce seuil, les fonctions exécutives vont être altérées et donc on va avoir une perte de l'efficacité des performances cognitives et au maximum, on va avoir une crise de panique et on est complètement bloqué. Ça, c'est pour le stress aigu. Donc le cerveau humain est très bien calibré depuis des millions d'années, de même que le cerveau animal, par exemple pour courir après une antilope ou devant un lion, mais pas trop souvent. Par contre, si ça devient trop souvent, là, on va avoir des signes de fatigue et d'épuisement. Si on met des petits singes dans une cage et qui sont stressés en permanence parce qu'ils sont trop nombreux dans la cage, au bout de quelques mois, malheureusement, on va avoir des dégâts, majeurs, notamment au niveau des noyaux hippocampiques qui sont en lien avec la mémoire. Et on va voir apparaître un amincissement du cortex et l'apparition de plaques amyloïdes. Autrement dit, les signes d'une maladie d'Alzheimer, d'une dégénérescence d'Alzheimer. Donc on voit que le stress chronique est toxique pour le cerveau, entre autres. Alors les dégâts du stress chronique, vous les connaissez, on va passer assez vite, le syndrome métabolique, les troubles cardiovasculaires, les atteintes psychologiques, les troubles musculo-squelettiques, etc. Par contre, ce qui est important, c'est que quand on apprend aux gens à gérer son stress, on va observer une diminution des marqueurs inflammatoires et aussi une diminution des pathologies. Donc, on a quand même une marge d'action sur ces questions. Un autre élément va être de repérer les signes avant-coureurs de l'épuisement mental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement repérer des signaux faibles. Et ces signaux faibles, malheureusement, ils sont d'une banalité affligeante. L'anxiété, l'irritabilité, des insomnies, un épisode de fatigue mentale, trouble de concentration, l'envie d'éviter les interactions sociales, l'envie de s'isoler et pas envie de faire des efforts physiques. C'est extrêmement banal. Par contre, ce qui est intéressant, ça ne va pas être la qualité des signes, mais leur quantité. Leur quantité, à partir du moment où on a des signes d'anxiété ou d'irritabilité plusieurs heures par jour, où on a plusieurs insomnies dans la semaine, où on n'a pas envie de voir les autres pendant plusieurs jours, où on n'a pas envie de faire d'activité physique pendant plusieurs jours, là, ce sont des signes d'appel. C'est là où il va falloir réagir. Alors, ça paraît assez simple comme ça, mais en fait, on peut très bien avoir un QI à 140 et pas repérer ces choses-là. Pas avoir l'intelligence émotionnelle de repérer ces choses-là, tout simplement parce qu'on est focalisé sur son objectif et qu'on a envie de bien faire, tout simplement. Et donc, on peut passer à côté de ces signes. Donc, il est important de savoir repérer ces signes, tout simplement parce qu'il est plus facile de réparer un épuisement mental au début que lorsqu'il est évolué, tout simplement. Un autre moyen de reculer les seuils de la fatigue mentale,
Ça va être de développer ses connexions cérébrales, de développer le fonctionnement de son cerveau. Donc, on a repéré qu'il y avait un certain nombre d'actions qui allaient développer les connexions synaptiques. Ce n'est pas le nombre de neurones qui compte, c'est le nombre de connexions de synapses. Et donc, par exemple, le plaisir, la curiosité et l'enthousiasme. Je vous l'ai mis en premier parce que ce n'est pas évident de penser à ça. Eh bien, le plaisir et l'enthousiasme vont provoquer la sécrétion d'un facteur de croissance qu'on appelle le BDNF et qui est un facteur de croissance neuronale. Un autre élément qui n'est pas évident, c'est l'activité physique. L'activité physique provoque également ce facteur de croissance et améliore les connexions synaptiques. Pas uniquement dans les réseaux de la motricité, mais dans tous les réseaux, et notamment dans ceux de la mémoire. L'activité mentale, donc là, ça paraît plus logique. Le lien social, là c'est moins connu aussi. Le lien social provoque cette sécrétion de facteurs de croissance et une amélioration des connexions synaptiques. Et bien entendu, toutes les notions d'hygiène, le sommeil, le repos, les pauses, l'alimentation anti-inflammatoire, l'exposition à la nature, tous ces éléments-là vont provoquer une croissance neuronale. Et bien logiquement, on va retrouver ces éléments pour lorsqu'on évalue le bien-être et lorsqu'on évalue les marqueurs physiologiques inflammatoires. Donc voilà les éléments sur lesquels on peut agir pour garder son cerveau en meilleure forme. Un autre élément, ça va être de réguler ses émotions. Comment réguler ses émotions ? Déjà savoir de quoi on parle quand on parle des émotions en neurosciences. Toutes les informations entrantes, quelles qu'elles soient, vont passer par un filtre de réseaux centraux des noyaux de la base et qui vont évaluer une information sous un mode. Cette information est favorable pour moi, donc ça crée du désir et de la motivation, ou cette information est défavorable pour moi, donc ça crée de l'envie de fuir ou de combattre, le fight or flight. Et donc tout l'enjeu de la régulation émotionnelle, ça va être de développer au maximum ces réseaux du désir, du plaisir et de la motivation, qu'on appelle les réseaux de récompense, et de limiter au maximum les effets nocifs du réseau de l'aversion, de l'évitement ou de la peur. Alors comment on fait ? Il y a une notion qui est importante à savoir, c'est que les émotions sont à la fois plus anciennes et plus centrales que la mémoire, le langage ou le raisonnement. Elles sont plus anciennes dans l'évolution phylogénétique et biologique chez les animaux. Et sont non seulement plus anciennes, mais elles sont aussi plus rapides. Lorsqu'une information dangereuse arrive à la rétine, elle va être transmise au thalamus et normalement, logiquement, au cortex visuel. Mais ça va mettre 300 millisecondes minimum, 3/10 de seconde. Par contre, au bout de 20 millisecondes, cette information va être traitée par les noyaux centraux, le thalamus et les noyaux amygdaliens, qui, eux, vont commencer à préparer le corps à l'action avant même qu'on soit conscient de l'image. Donc, vous voyez que les réseaux émotionnels sont en action 10 fois plus rapidement que la conscience. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important à connaître. Pourquoi ? Parce que essayer de supprimer l'apparition d'une émotion, tout simplement, ça n'est pas possible. Se dire je ne devrais pas avoir peur, je ne devrais pas m'énerver, je ne devrais pas être triste, n'a aucun sens parce que lorsque ça arrive à votre conscience, c'est déjà dans votre cerveau depuis longtemps. Donc on va gagner du temps et on va gagner de l'énergie en acceptant. On va accepter l'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire accepter l'émotion ? Ça ne veut pas dire être soumis ou être dans la passivité. C'est-à-dire on accepte simplement un ressenti désagréable. Et le fait d'accepter ce ressenti désagréable va pouvoir laisser notre cerveau disponible pour d'autres choses. Tant qu'on est dans la lutte contre cette émotion, on n'est pas disponible. Par contre, à partir du moment où on accepte l'émotion, le cerveau va être disponible pour faire autre chose, tout simplement. Et donc, on va accepter d'être envahi comme une vague qui va nous submerger et qui va repartir. Une émotion, ça ne dure pas longtemps, sauf si on l'entretient. Donc, ça permet de dédramatiser, de déculpabiliser. Et surtout, on ne va pas émettre de jugement sur cette émotion. On ne va pas s'autocritiquer. Simplement, on l'accepte. Et le simple fait d'accepter cette émotion va permettre de faire baisser la tension émotionnelle
Et cette baisse de tension émotionnelle permet à notre cerveau de prendre de la distance et d'avoir une liberté de choix. Donc, prise de distance, blocage des ruminations et choix d'un comportement. Donc ça, ce sont des notions que les neurosciences viennent... c'était déjà connu avant les progrès des neurosciences, mais elles viennent les conforter. Un autre élément important, fondamental même, c'est l'état d'esprit par rapport au stress. Donc on s'est aperçu que... donc on a demandé à 30 000 personnes qu'on a suivies pendant 8 ans, une étude qui a duré 8 ans. Et cette étude, on a demandé aux gens, êtes-vous stressé? Quelle est votre quantité de stress par jour? Et on s'est intéressé à la partie où les gens étaient le plus stressés. Et dans cette population, dans cet échantillon, eh bien, on a posé la question, est-ce que le stress, pour vous, est nocif ou pas? Tout simplement, tout bêtement. Et les gens qui ont répondu que, à leur avis, le stress était nocif, chez ces personnes-là, on a une surmortalité de 43%. On a un hazard ratio de 1,43. Ça veut tout simplement dire que c'est une taille d'effet très forte. Donc 43% de plus de risque de mort prématurée chez les gens exposés au stress et qui pensent que le stress est nocif. Par contre, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que chez les gens qui sont exposés au stress, donc les mêmes quantités de stress, mais qui pensent que le stress n'est pas nocif, eh ben on n'avait aucune surmortalité. On avait même une légère sous-mortalité par rapport à la population contrôle. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas la quantité de stress qui compte, c'est la façon dont on l'interprète, la façon dont on le perçoit et la représentation que l'on se fait de ce stress. Donc ça, c'est important parce que dans nos métiers, voilà, du stress, on n'en manque pas. Mais les gens qui pensent que le stress fait partie de la vie normale et que c'est notre vie de traiter des problèmes à longueur de journée et que, bon, c'est comme ça, eh ben, vont avoir moins de signes biologiques inflammatoires que ceux qui pensent que c'est insupportable. Alors, comment réguler, une fois qu'on a ces notions-là, comment réguler ces émotions? Il y a énormément de stratégies. Alors, j'aime bien les classer par stratégie court terme, long terme, et stratégie cognitive et corporelle. Et donc, par exemple, les stratégies à court terme vont être efficaces immédiatement, mais par contre, l'effet ne dure pas longtemps. Les stratégies à long terme vont être efficaces beaucoup plus longtemps. Par contre, ça nécessite un apprentissage qui peut durer quelques semaines. Et donc, par exemple, dans les stratégies à court terme et corporelles, eh ben, on va avoir le contrôle respiratoire, l'activité physique, la distraction. Voilà, ça marche tout de suite. Ça ne marche pas longtemps, mais ça marche tout de suite. Et par exemple, dans la partie cognitive à long terme, eh bien, cultiver une qualité relationnelle, c'est très important. Avoir de la reconnaissance, de la gratitude, ça marche très très bien. Et être orienté sur ses forces et ses ressources plutôt que sur ses insuffisances, ça marche aussi bien. Donc voilà quelques exemples. Donc ce sera à chacun de déterminer parmi toutes ces méthodes quelle méthode vous convient le mieux en fonction de votre personnalité, mais en fonction de la situation, bien entendu. Donc ça, bien entendu, là, ça demande un travail personnel. Alors on peut aussi s'attacher aux distracteurs. Et les distracteurs, ça peut être les ruminations, les pensées intrusives, les croyances limitantes. Donc il est normal de percevoir une pensée intrusive désagréable. C'est tout à fait normal, ça nous arrive à tout le monde en permanence. Ce qui compte, c'est la réponse. Hein. C'est comme la représentation du stress, c'est pareil. Là, ce qui compte, c'est la réponse. La réponse, ça va être d'accepter, comme pour les émotions, d'accepter les pensées intrusives sans chercher à les développer. Sans chercher à les juger, hein, toujours le même mécanisme, on les accepte, on ne va pas interpréter, on ne va pas se faire des scénarios catastrophes, on ne va pas les développer, on ne va pas les cultiver, on va simplement accepter que cette pensée nous traverse et surtout, on va revenir au présent, le plus vite possible, à chaque fois qu'on le repère. Et ça, c'est exactement ce que je viens de vous énoncer, ce sont exactement les règles de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est repérer ses pensées, les accepter et revenir au présent. Et donc ça marche très très bien. Donc il y a des techniques comme le MBSR qui marchent très très bien sur l'anxiété
et qui marche aussi sur la prévention des rechutes de dépression, par exemple. Ces techniques, tout simplement, vont nous permettre de revenir dans le présent et de mettre à distance nos pensées intrusives, nos émotions désagréables et nos jugements désagréables. Alors, les croyances limitantes, il y en a plein. Par exemple, je dois être parfait, ou alors je ne supporte pas cette situation, ou je n'ai pas de chance, ou je ne suis pas assez bon. Donc, ces pensées, la liste n'est pas limitative, elles ont un potentiel d'auto-réalisation, un potentiel nocif. Pourquoi ? Parce que la neuroplasticité nous montre que plus on pratique quelque chose, et plus la trace neuronale va être forte, et donc plus ça va revenir souvent, tout simplement. Donc on va creuser une ornière. À chaque fois qu'on se répète ces choses-là, on va creuser une ornière. Et par définition, on n'en est pas conscient puisqu'on pense que c'est une pensée logique et qu'elle est adaptée. Donc la solution, ça va être de prendre du recul sur nos pensées et nos jugements, de se dire qu'on a le droit de se tromper et d'essayer de trouver une pensée alternative, accepter que quelquefois un de nos principes puisse être nocif et nous tirer vers le bas. Et donc se donner la liberté, se donner un degré de liberté, simplement de changer d'avis, tout simplement. Dernier point, trouver des motivations durables. Pourquoi est-ce que les motivations sont importantes ? Parce qu'elles vont nous donner du sens. Et trouver des motivations durables, elles nous permettent d'affronter l'adversité. Je vais un petit peu développer parce que ce n'est pas évident comme ça. Le circuit de la récompense, là, dont on a parlé tout à l'heure, va s'activer chaque fois qu'il y a quelque chose de bon pour nous. Donc il va s'activer quand on boit un spritz sur la plage, quand on mange du chocolat, quand on gagne de l'argent. Tout ça, ça marche très très bien. Le problème, c'est qu'il y a des limites. On ne peut pas passer sa vie à boire des spritz et à augmenter sa fortune indéfiniment. Ça ne marche pas. Donc il faut trouver d'autres motivations. Et on s'est aperçu que ce réseau réagissait aussi aux motivations intrinsèques, c'est-à-dire aux motivations internes, qui ne dépendent pas de l'extérieur. On va voir lesquelles. Et donc ça, c'est intéressant parce que ces motivations internes, elles sont indépendantes des difficultés extérieures. Et donc, elles vont nous permettre de résister au stress. Alors, quelles sont ces motivations internes ? Alors, il y a plusieurs façons de les classer. Mais une des façons qui est le plus retenue actuellement, c'est la classification de Deci et Ryan des motivations intrinsèques. Et cette classification divise en 3 catégories. L'affect, l'appartenance, appartenir à un couple, à une équipe professionnelle, à une équipe sportive, à un village, à une nation. L'autonomie, pour pouvoir faire quelque chose, faire une tarte aux pommes, une maison, ou gérer sa carrière, ou simplement bien faire son travail. Et puis la compétence, explorer le monde, comprendre le monde, résoudre des problèmes, monter en compétence. Voilà les trois grands groupes de motivations intrinsèques. Et ces motivations, vous pouvez les utiliser même quand tout va mal. C'est ça qui est intéressant. Elles vont donner du sens à votre travail ou à votre vie, tout simplement. Et elles vont être conformes à vos valeurs. Et d'autre part, elles ont un autre avantage, c'est qu'elles permettent de combattre ce qu'on appelle l'habituation neuronale. C'est-à-dire que lorsque une satisfaction est toujours la même, eh bien, la réponse du réseau de la récompense, c'est de diminuer son activité. C'est-à-dire que si vous avez toujours la même chose, eh bien, vous allez être moins satisfait. Alors que les motivations intrinsèques, on peut les renouveler tous les jours. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'avantages. Et donc face à une montagne de difficultés et face à une montagne d'efforts à fournir dans nos métiers, eh bien, il faut mobiliser une montagne de désir et de plaisir, mais pas n'importe lesquels, le désir et le plaisir de progresser, tout simplement. Donc en résumé, le message à garder, la charge mentale, c'est un effort, c'est de la fatigue et c'est intimement lié au stress. Apprendre à identifier les signaux faibles d'épuisement mental avant qu'ils deviennent trop forts. Cultiver bon, j'ai une télécommande qui est un peu faible. Cultiver les facteurs d'hygiène mentale pour avoir un cerveau optimal. Apprendre à accepter les émotions désagréables et accueillir le stress avec un état d'esprit adapté, c'est-à-dire le stress, ça nous sert à s'adapter aux difficultés, tout simplement. Trouver des stratégies de régulation émotionnelle qui sont adaptées à vous-même. Diminuer